Merci beaucoup. Bonjour, plus bonsoir, je ne sais pas valide. Et, mesdames et messieurs, premièrement, j'aimerais bien remercier les organisateurs, personnellement Béatrice Roederer, d'être invité à cette présentation. Et je dois vous confesser que c'était une invitation que je pense absolument d'être honoré par ça. D'autre côté, c'était une tâche assez difficile pour moi-même. Je ne suis quand même pas vraiment francophone. J'essaie de le faire, mais quand même, c'est pas toujours facile. Alors, si vous me permettez, j'essaie de faire une composition, de lire et de parler. Alors, on verra comment ça fonctionne. En plus, j'ai préparé beaucoup de diapos. Alors, j'ai peur que ce ne sera pas tellement facile de maîtriser le temps. En tout cas, je vous demande, Madame Roederer, de donner un signe s'il y a, nous nous approchons à la fin de mon temps. Et après, j'attends vos questions. Si vous êtes toujours pas encore endormi, comme c'est assez souvent arrive si les présentations ne sont pas suffisamment intéressantes. Voilà. Alors, je commence avec une citation de l'Association des biens français de patrimoine culturel mondial. Vraiment, la France est l'un des premiers États à avoir ratifié la Convention du patrimoine mondial et le nombre de biens inscrits sur son territoire la place aujourd'hui au 4e rang mondial des pays les plus dotés. Et naturellement, c'est pas un concours, alors il ne faut pas être le premier, mais quand même, c'est quelque chose qui dise beaucoup sur l'engagement et la responsabilité des Français. Alors, maintenant, c'est la structure de ma présentation. Il y a une sorte de table de matière. J'aimerais bien toucher le rôle de la France et des Français dans l'histoire de la Convention. France UNESCO rapport, et après France comme État partie. Naturellement, le point 2, c'est plutôt traite la France comme État membre de l'UNESCO, et troisième, État partie de la Convention. Et finalement, point 4, j'aimerais bien vous montrer les biens français, mais pas tous les 39, seulement une image. Et les hongrois plus en détail, nous avons seulement 8, alors c'est pas tellement long. Et naturellement, il y a, si nous avons encore de temps, le point 5 sur les systèmes différents et parallèles des deux pays. Et finalement, que j'aimerais bien avoir suffisamment de temps pour les conclusions et pour vous provoquer à travers ces conclusions. Voilà. Voilà le point premier. Alors, en partant de loin, mais sans entrer dans le détail, dans le sujet que vous-même, cette audience distinguée, connaît encore mieux, il est vraiment opportun de revenir en arrière jusqu'au siècle des Lumières en France, comme indiqué dans le titre de cette conférence. Parmi les personnalités ayant préparé la base même des Lumières, il y a Erasmus, Bacon et Descartes, sans oublier la contribution d'Angleterre qui remplissait le rôle d'inspirateur pour les auteurs français, et pourtant, ce sont les écrivains du siècle des Lumières en France, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, qui ont exercé une influence prépondérante. Les encyclopédistes ont interprété toute notion dans l'esprit rationaliste des Lumières, et leurs idées ont été propagées dans toute l'Europe, avec un impact particulier. La grande encyclopédie française, rédigée par Diderot et d'Alembert, avec la participation d'autres auteurs, entre 1731 et 1754, comportait 68 volumes, ce qui est une performance impressionnante même selon des critères de nos jours, voire encore plus impressionnante selon ces critères, car à cette époque-là même, le minimum de connaissances techniques couramment utilisées aujourd'hui n'était pas à disposition. C'est vraiment incroyable. Sans l'ambition des encyclopédistes dans leur recherche de l'universalisme, on pourra difficilement envisager le processus qui nous a menés à découvrir et à reconnaître l'importance de l'héritage commun que représente le patrimoine de l'humanité tout entière. Ce qui présupposa aussi naturellement qu'auparavant, l'égalité des hommes et de leurs groupements soit également déclarée. Animée par l'esprit du siècle des Lumières, l'Assemblée adopte en 1789 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
Pendant cet acte, on ne parle pas d'une manière explicite ni de culture ni de patrimoine, et on n'y trouve pas une définition des droits dont on disposerait à leur égard. L'universalisme en politique est l'affirmation que tous les groupes humains ont une nature commune. Par-delà les différences biologiques et culturelles, il existe une unité fondamentalement de genre humain. L'universalisme républicain, qui est une doctrine d'origine française, présente la République comme un idéal universel. Les valeurs qui sont les siennes, liberté, égalité des individus et fraternité, ont vocation à être adoptées par tous les humains et s'appliquer uniformément. Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme est adoptée par l'ONU, Organisation des Nations Unies, en 1988, contient déjà ce qui suit l'article 22. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels, indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Rien de surprenant pour noter que la notion du patrimoine culturel, à l'usage à partir de la fin des années 60, ne figure pas encore dans cet acte non plus. Il est peut-être opportun de mentionner que lors du 50e anniversaire de son adoption, en 1988, l'ICOMOS, alors Comité international des monuments et des sites, a proposé que cet acte d'importance particulière, notamment Déclaration universelle des droits de l'homme, soit complété dans ce sens. Il précise notamment, ICOMOS, en plus de l'importance des conventions ou des lois spécifiques relatives du patrimoine culturel et sa conservation, l'ICOMOS affirme que le droit au patrimoine culturel est une partie intégrante des droits de l'homme, compte tenu de la nature irremplaçable de l'héritage matériel et immatériel qu'il constitue, et qui est menacé dans un monde en transformation continue. Ce droit comporte des devoirs et des responsabilités qui engagent les individus et les communautés, ainsi que les institutions et les États. Protéger ce droit aujourd'hui est aussi le moyen de préserver les droits des générations futures. La Convention de l'Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé est la première convention de l'UNESCO qui, bien que d'un aspect particulier, traite le sujet du patrimoine culturel, mais ici je n'entre pas dans les détails vu que ce sujet dépasse notre propos. Vous pouvez voir dans l'écran des autres conventions, pas toutes les conventions qui touchent le patrimoine culturel dans le cadre de l'UNESCO. Je n'ai pas l'intention de relater l'historique de l'adoption de la Convention du patrimoine mondial, considérant que ce sujet a été sans doute traité lors des conférences antérieures, et ainsi mon introduction se limitera à rappeler brièvement l'engagement de la France à ce sujet. En ce qui concerne cet engagement de la France, le fait même que le siège de l'UNESCO se trouve à Paris est déjà un facteur important, et je vais y revenir un peu plus tard si j'aurai le temps. Concernant la Convention du patrimoine mondial, j'aimerais bien mentionner tout d'abord quelques personnalités françaises, mais avant ça, j'aimerais vous présenter cette image sur l'écran, cherchée sur l'Internet, notamment le groupement international des architectes, ingénieurs, les groupes des conseillers. Et finalement, je suis très content de vous présenter qu'un des architectes était Marcel Breuer, était un architecte hongrois, finalement, et travaillait déjà dans le bâtiment de l'UNESCO qu'un architecte américain. Et voilà. Je ne vais pas vraiment horrifier vous avec la charte de l'ICOMOS. Plus lentement? Ah, d'accord. Alors, je considère qu'il faut rappeler qu'entre 1961 et 1974, soit pendant les travaux préparatifs et l'adoption de la Convention, le directeur général de l'UNESCO était René Mahut. Il fut le 6e directeur général de l'UNESCO. C'était à cette époque, en 1966, qu'on assistait à la catastrophe Acqua Alta à Venise, un événement qui faisait également partie de l'historique de la Convention.
en mettant l'accent sur la nécessité urgente de créer un outil qui pourrait favoriser la mise en place automatique, disons, d'une solidarité internationale lors d'un tel événement. René Mahut est à l'origine de la création du Comité français pour la sauvegarde de Venise. Ce comité français est le deuxième comité privé de mécénat européen appelé the World Monument Fund. Le nom de Michel Baptiste a été certainement mentionné plusieurs fois lors des conférences antérieures. Il était le sous-directeur général du secteur de sciences à l'UNESCO de 1972 jusqu'à 1984 et un des pères fondateurs de la Convention du patrimoine mondial. Il a joué un rôle clé dans la préparation et la négociation de la Convention en garantissant l'inclusion du patrimoine naturel dans celle-ci. En 2003, avec son collègue Gérard Bolla, Michel Baptiste a publié aux collections des associations des fonctionnaires de l'UNESCO un cahier historique, l'invention du patrimoine mondial, et naturellement, ma présentation est basée assez largement dans ce volume. La troisième personnalité d'envergure que j'aimerais mentionner est quelqu'un, grâce à Dieu, j'ai eu l'occasion de connaître en personne et de respecter, bien que seulement dans cette période plus tardive, entre 1981 et 1987, quand il s'est engagé pour la défense du patrimoine culturel et des biens du patrimoine mondial en tant que président international de l'ICOMOS. Michel Parent, au cours de son impression en carrière, il est devenu successivement inspecteur général des sites, inspecteur général des monuments historiques, fondateur et président du Festival Nuit de Bourgogne, président du Conseil international des monuments et des sites de l'ICOMOS, et joué un rôle important pour l'UNESCO et le Centre du patrimoine mondial, agissant en tant que consultant expert de le Brésil à Tunis, Assouane. Bruges, Gorée a été membre du comité patrimoine mondial. Expert de l'UNESCO, notamment sur Assouane, il fut ensuite président du comité du patrimoine mondial, culturel et naturel de l'UNESCO, et je considère que c'était un honneur particulier que je pouvais être un des successeurs dans de mes fonctions en tant que président pendant une année à partir de l'année 2002. Essayons donc de parcourir, sur la base des mémoires de M. Baptiste et M. Bolla, les éléments particuliers, bien qu'on ne peut pas les dissocier à chaque cas de l'engagement des personnalités mentionnées, où la France, en tant qu'État membre de l'UNESCO, a fait avancer les choses, a favorisé l'adoption et la mise en œuvre de la Convention. Lors d'une réunion préparatoire, quand la plupart des délégués auraient nettement préféré une convention nature soumise à Stockholm pour l'adoption, et une convention culture dont l'UNESCO se sera chargée selon les plans depuis longtemps établis. C'était le point de vue notamment du Japon, Royaume-Uni, du Kenya et aussi de la Suède, qui voulaient avant tout aboutir à un accord. C'était sans doute la solution la plus simple, mais pouvait-on revenir en arrière à ce stade? Et quelques délégués, comme la France, l'Indonésie, l'Italie ou l'URSS, souhaitaient plutôt laisser toute l'affaire à l'UNESCO. Parallèlement, dans d'autres cas, il fallait beaucoup d'énergie et de force de persuasion à quelques-uns, notamment la déléguée française Michel Parent, écrit Michel Baptiste, pour convaincre ou neutraliser les calcitrants. En fin de compte, un groupe de travail fut établi pour définir ce qu'on devrait couvrir, le côté naturel de la Convention. Et finalement, je parlerai de tout ce qui figure dans l'écran. Encore une fois, la délégation française, et personnellement Michel Parent, était absolument instrumentale pour convaincre l'utilité de joindre nature et culture. Et alors, toujours, quand il arrivait des points assez difficiles, c'était la délégation française et personnellement M. Parent qui a aidé d'établir et arriver à le résultat d'adoption de la Convention. Et même un comité de rédaction particulièrement efficace était présidé par M. Parent. Et finalement, je ne vais pas me perdre dans les détails, mais en ce qui concerne l'élaboration des lignes directrices pour la mise en œuvre de la Convention, c'est déjà quand la Convention a été adoptée,
La première session du Comité patrimonial se tient à Paris en juin-juillet 1977. Les 15 États membres du comité étaient représentés par des personnes qualifiées dans le domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel, conformément aux termes de la Convention. On peut aujourd'hui affirmer que ces spécialistes, tout en ne perdant jamais de vue la problématique des biens culturels ou naturels, dont ils avaient la garde dans leur pays, ont fort bien discerné les problèmes techniques, administratifs, juridiques et diplomatiques qu'allait poser la mise en œuvre de la Convention au cours des années à venir. Ils ont finalement adopté, sur proposition de 2 groupes de travail, présidés respectivement par Michel Parent et par David F. Hall, de la délégation des États-Unis, des critères simples et clairs pour l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Voilà, c'était la partie première en concernant, peut-être, j'aimerais bien souligner le rôle qui était joué par la France, les professionnels français dans l'établissement de la Convention et de faire opérationnel de cette Convention. Deuxième point, c'est la France dans l'UNESCO et la Convention France-UNESCO. Je serai peut-être assez bref en espérant que dans les discours des cours qui arrivent après moi, il y aura possibilité de traiter plus en détail. Comme vous le savez bien, la France est membre fondateur de l'UNESCO. Alors, il s'agit maintenant pas de la Convention, mais de l'UNESCO même. Actuellement membre du Conseil exécutif et avec un mandat qui expire en 2015. Et depuis toujours, la France est engagée aux côtés de l'UNESCO dans son action pour le patrimoine. La Convention de coopération signée en 1997 entre l'UNESCO et le gouvernement de la République française sur la protection et la mise en valeur du patrimoine monumental, urbain et naturel, alors la Convention France-UNESCO, a été fondée afin de contribuer à une meilleure connaissance du patrimoine culturel et naturel, afin d'intégrer la préservation du patrimoine au développement urbain et territorial et afin de associer la dimension sociale à la conservation du patrimoine. Cet accord entre la France et l'UNESCO est le premier accord de type bilatéral avec l'UNESCO dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine, alors c'est quelque chose de vraiment exemplaire. La Convention France-UNESCO est un outil opérationnel de coopération internationale à travers lequel la France met à la disposition de l'UNESCO une assistance technique et financière. S'appuyant sur l'expertise reconnue de la France sur ses nombreuses années de pratique, d'enseignement et de formation spécialisée sur ses corps de professionnels et d'experts, la Convention mobilise les acteurs impliqués dans la gestion du patrimoine en France pour intervenir sur le terrain à la demande des pays. La Convention France-UNESCO est un accord qui améliore les partenariats et l'assistance technique et ainsi donc permet d'assurer une responsabilité partagée de la communauté internationale dans la coopération pour la sauvegarde du patrimoine. Vous allez voir un peu plus tard l'importance de ce type de la coopération pour que la Convention puisse vraiment combler sa vocation originelle. Voilà, un grand nombre des programmes ont été organisés avec la participation de plus de 50 États partis à la Convention, y compris mon pays, la Hongrie, quand, avec la participation d'experts venant d'autres régions du monde et de l'Europe, un événement a été organisé sous le titre de Séminaire international gestion de la propriété privée dans les centres historiques de pays Europe et en transition. C'était tenu à Pécs, la ville quand j'ai reçu mon diplôme, 3e diplôme, qui a été mentionné déjà aujourd'hui. Voilà. Le 3e chapitre, on approche quand même à la Convention, la France comme État partie. Certainement, vous êtes tout à fait au courant que quand on parle de l'UNESCO, on dit État membre, et si on parle de la Convention, on dit État partie. Parce que toutes les conventions de l'UNESCO doivent être ratifiées
des États membres, et si un État membre ratifie une convention, devenu un État partie. Et pendant la période quand les États-Unis et le Royaume-Uni ont quitté l'UNESCO, ça est arrivé, 2 fois peut-être, et il reste toujours État partie de la Convention du patrimoine mondial. Alors c'est une solution assez intéressante, mais nous allons parler de la France naturellement, pas des États. Voilà. Alors, vous pouvez voir ici sur l'image la Convention. La France a été l'un des premiers États à adhérer à la Convention du patrimoine mondial. C'était le 27 juin 1975. Comme nous l'avons présenté auparavant, la France ayant rempli un rôle important dans les préparatifs de la Convention, elle continuait à jouer un rôle très actif dans les premières années de la mise en œuvre de la Convention également. L'entrée en vigueur de la Convention a eu lieu 3 mois après dans la déclaration de l'adhésion du 20e pays, c'était la Suisse, et le premier comité à démarrer à cette époque ne comptait que 15 membres. Alors le directeur général de l'UNESCO a convoqué l'Assemblée générale des États parties à la Convention, qui est toujours liée au Congrès général de l'UNESCO. Et cette session se tint à Nairobi en 1976, à l'occasion de la conférence générale. 26 États étaient alors partis à la Convention et 25 se firent représenter à cette première Assemblée générale, dont la tâche consista essentiellement à élire les membres, les premiers membres du Comité du patrimoine mondial et à fixer le montant de la contribution obligatoire pour celles des parties qui n'avaient pas fait, au moment de leur ratification, la déclaration qu'elles ne seraient pas liées par les dispositions imposant la contribution obligatoire. L'élection donna lieu à une longue discussion. C'est toujours le site, le volume de Baptiste et Bolin. Certains délégués voulaient que soit appliqué pour la répartition de 15 sièges à pouvoir entre les 19 candidats le système des groupements régionaux en vigueur pour les élections au Conseil exécutif de l'UNESCO. Les autres rappelaient que la Convention prévoyait une répartition équitable entre les différentes régions et cultures du monde. En l'absence d'accord sur le système adopté, l'Assemblée générale procéda à une élection à bulletin secret et seule la France recueillit l'unanimité de 25 votants, sans doute en hommage à Michel Parent et tout le rôle que la France a joué dans l'établissement et faire opérationnelle la Convention. Voilà, j'ai préparé une petite chose pour vous. Comme il est stipulé dans la Convention, le mandat des membres du comité court pour une période de 6 ans, et ainsi, après une période courte de membres, de commencement, vous pouvez voir ici, la France a été réélue membre, et ainsi a été membre du comité en 68 jusqu'à 85. Après une pause de 2 ans, l'Assemblée générale des États parties à la Convention a réélu la France en tant que membre à 2 reprises consécutives, et ainsi entre 87, 93 et après 93, 99. Elle pouvait continuer à façonner les travaux de ce comité qui a un rôle déterminant dans la mise en œuvre de la Convention. Bien que je ne l'ai pas analysé, il apparaît tout de même que peu d'États partis avaient reçu des avantages pareils ou similaires que la France, ce qui démontre sans équivoque combien la France a réussi à obtenir la confiance et la reconnaissance de tous. Après cette date, ici, il fallait patienter pendant 10 ans jusqu'à ce que la France devienne de nouveau membre du comité. Elle a participé dans les travaux de cet organe délibératif important de 2009-2013. Comme vous pouvez noter, à cette époque, la durée du mandat, ici, de membres était déjà réduit à 4 ans, et ceci est le cas encore aujourd'hui. Il n'y avait bien sûr pas la modification introduite dans la Convention à ce sujet. À ce sujet,
Ces périodes raccourcies sont acceptées par les candidats à titre volontaire, disons, vu le grand nombre des États partis ayant accédé à la Convention. Aujourd'hui, c'est 193. Mais en raison de cette circonstance, cette limitation est devenue une sorte de gestion volontaire exigée, un peu contradictoire, et dans la réalité, un État parti candidat qui ne déclare pas qu'il est prêt à accepter un mandat d'une période de 4 ans ne peut en réalité pas s'attendre à être membre du comité. Il faut ajouter qu'il y a quelques jours, ici à Paris, à l'UNESCO, lors d'une réunion extraordinaire de l'Assemblée générale des États parties de la Convention du patrimoine mondial, ils ont décidé de nouvelles règles pour les élections qui auront lieu l'année prochaine. Alors, pendant ces mandats de membres, comme expliqué auparavant, la France a assuré la présidence ici, en la personne de M. Michel Parent, qui, comme il a déjà souligné, a joué un rôle prépondérant lors de l'élaboration de la Convention également. Moi-même, j'ai eu l'honneur de représenter la Hongrie de juin 2002 et juin 2003 en tant que président du comité. Je suis très fier que je pouvais succéder M. Parent dans ses fonctions. Et voilà, encore quelque chose. Pour apporter la preuve que les États partis peuvent accomplir des tâches importantes, non seulement en tant que membre du comité, mais aussi en dehors, je peux me référer à mes expériences en tant que président. J'ai eu la chance que nous pouvions encore travailler ensemble avec son Excellence Jean Musitelli, ambassadeur délégué permanent de la France auprès de l'UNESCO, qui était puis membre du groupe d'experts internationaux chargé par le directeur général de l'UNESCO d'élaborer l'avant-projet de la Convention sur la diversité culturelle. Et ici, je pouvais vous présenter beaucoup d'images sur mes collègues français et mes excuses à tous les experts, collègues français, que je ne peux pas les énumérer tous ici, tout comme je ne peux pas démontrer, bien qu'il sera amplement justifié, à quel point la France a favorisé que les objectifs prévus dans la Convention du patrimoine mondial soient atteints. Ici, je me réfère à ce qui a été dit au sujet de la coopération entre l'UNESCO et la France. Et d'autre côté, je tiens à souligner que les membres et les experts des délégations françaises ont presque toujours participé dans les travaux des comités spécialisés en charge des divers sujets spéciaux ou mandatés à préparer les prises de décision. En plus, à ce sujet, et il convient de dire quelques mots sur l'usage des langues de travaux de l'UNESCO, du Comité du patrimoine mondial. Et je le fais pas seulement parce que je veux être poli avec vous, mais vraiment, je suis absolument persuadé que c'est vraiment nécessaire de garder les 2 langues de travail. Parmi les 6 langues officielles de l'UNESCO, l'anglais et le français se qualifient en tant que langue de travail. Je pense que pour vous, ici présentes, il n'y a rien de nouveau quand j'observe que l'utilisation de l'anglais progresse de plus en plus. Même les collègues français utilisent l'anglais assez souvent. Pendant qu'il y a une tendance considérable visant à obtenir que l'espagnol soit reconnu en tant que leur langue de travail. Moi-même, en entrant de cet univers international comme un pur francophone, pendant ces quelques décennies, je me trouvais obligé d'apprendre l'anglais, au moins au niveau d'utilisation quotidienne de langue de travail, et ainsi je suis peut-être plus crédible quand j'affirme qu'il y a toujours un grand besoin de l'utilisation simultanée et sur un plan d'égalité des 2 langues de travail d'origine, du français et de l'anglais. Et ceci non pas sous la forme où l'une de ces langues sera une sorte de langue secondaire vers laquelle on traduirait les documents rédigés dans une langue unique, mais bien sous la forme où les travaux se poursuivent ensemble et simultanément dans les 2 langues. Puisque, tout particulièrement dans le cadre de l'ICOMOS, j'ai participé à la rédaction de plusieurs documents internationaux, mais aussi en tant qu'ancien président du Comité du patrimoine mondial, je partage sans réserve l'avis du rapporteur du comité à cette époque, Mme Bénédicte Seslak de la Belgique, qui affirmait que l'utilisation simultanée des 2 langues favorisait d'une manière significative l'élaboration des textes clairs et plus cohérentes, sans parler du fait
qu'ainsi on peut éviter qu'il y ait occasionnellement des divergences de contenu dans les documents traduits d'une langue à l'autre, qui arrivent assez souvent, c'est concernant les documents internationaux. À ce stade de mon propos, je dois encore rappeler la coopération France-UNESCO qui comprend beaucoup de programmes, de projets et d'autres éléments en relation avec le patrimoine mondial, avec les sites du patrimoine mondial d'autres pays. Je pense que l'engagement de la France à ce sujet est un exemple à suivre qui contribue de manière considérable à la crédibilité de la Convention du patrimoine mondial. Tout ceci dans le sens qui tend à favoriser la réalisation du but original de la Convention, c'est-à-dire la solidarité internationale au service de la préservation des valeurs universelles les plus importantes, dont on a vraiment besoin en tant que complément au Fonds du patrimoine mondial créé dans le cadre de la Convention. Alors maintenant, nous sommes arrivés à un chapitre qui parle peut-être assez brièvement des biens français et hongrois inscrits au patrimoine mondial. Finalement, vous allez voir qu'il y a un parcours très rapide, mais seulement en images, concernant les biens français. Et j'aimerais bien vous présenter quelques biens sélectionnés en détail et après les sites hongrois. Alors, comme déjà mentionné auparavant, 3 ans après l'entrée en vigueur de 1975 de la Convention, soit en 1998, le Comité du patrimoine mondial a pris sa première décision au sujet d'inscription des biens au patrimoine mondial. Parmi les 12 premiers biens, il n'y a pas encore des sites français, mais les 5 premiers sites sont inscrits au patrimoine mondial en 1978. Vous pouvez voir ici la dynamique de l'inscription. Ceci n'est qu'en 1981 que le comité a décidé d'inscrire encore plus de sites français lorsqu'une seule réunion au total de 6. Parmi ces dernières, le site Château et Domaine de Chambord ne figure plus séparément sur la liste, car depuis de l'an 2000, il est intégré dans le site patrimoine mondial plus large, la vallée de Loire, entre la Maine et Sully sur Loire. Voilà, alors, c'est pas pour les lire, seulement vous montrer la richesse. Dans la figure suivante, je peux vous présenter quelle était la dynamique. C'est la figure à l'origine de la situation actuelle. Aujourd'hui, il y a 39 biens inscrits au patrimoine mondial en France, parmi lesquels 35, soit la grande majorité, représentent des sites de patrimoine culturel, complétés par 3 sites de patrimoine naturel et un site de catégorie mixte. Bien qu'il sera justifié que l'on parle de chaque site, j'y renonce quand même, et non seulement pour cause de manque de temps, mais aussi parce que je suis convaincu que dans une des conférences à venir au cours de ce programme, il y aura sûrement une occasion pour présenter les sites français de manière plus détaillée. Et maintenant, vraiment, un parcours absolument rapide, utilisant un site, l'Internet, pour vous montrer la richesse que vous connaissez beaucoup mieux que moi-même. Mais pendant j'ai fait les préparations dans ce discours, c'était vraiment frappé de la richesse et la diversité des biens français. Alors c'est vraiment un parcours sans lire. Vous connaissez beaucoup mieux que moi-même, mais il me semblait nécessaire quand même d'avoir les images. Voilà, c'est le même site, c'est un peu sériel, les 2 images. Voilà, c'est la richesse énorme. Et je dois vous dire que j'ai vu, disons, un tiers de ces sites français, et j'aimerais bien voir tout. Et voilà. Trop vite? OK. Go back. Alors, quelques mots. Alors, toujours les églises. Alors, c'était finalement un casus belli quand la Convention en 1994 a commencé de développer les stratégies globales.
Alors, c'était une accusation, il y a trop de sites de l'Europe, trop bien de l'Europe, trop d'églises, trop villes historiques. C'était une grande critique, mais quand même, vous pouvez voir qu'il y a des choses qui absolument ont des valeurs universelles exceptionnelles. Et naturellement, il n'y a pas de site identique, de bien identique, il y a une richesse et variété de diversité extraordinaire. Toute l'histoire de l'architecture, de l'urbanisme, de l'art, on peut vraiment étudier seulement en étudiant les biens français. Voilà. Il est vrai qu'il y a des cathédrales, il y a des châteaux, il y a des biens antiques, et il y a des merveilles comme Arquesianon, c'est un de mes favoris, c'est vraiment fantastique. J'ai eu la chance de voir. Voilà. Naturellement, il y a des sites naturels aussi, Nancy, alors, c'est un méca pour les urbanistes. Il me semble que Pont du Gard peut être le 8e merveille du monde de l'Antique. Voilà, la petite France. Toujours les cathédrales, c'est vrai. Encore une fois, de Paris. Bouche. Alors, c'est un des sites que j'ai sélectionné pour une présentation plus approfondie. Et il y a merveille, le canal du Midi. J'étais absolument ravi de ça quand j'ai commencé à comprendre de quoi s'agit-il et de quelle date. Il y a des sites communs avec les pays voisins. Et je vais parler en détail de Carcassonne un peu plus tard. Lyon. Il y a encore un site sélectionné, je vais parler très brièvement des Beffrois comme un site sériel. Ah voilà. Alors, quand la Hongrie a décidé de proposer de Tokai, de la région de Tokai, nous avons eu un exemple ici, voilà, Saint-Émilion. C'était déjà un exemple pour nous-mêmes. Et Val-de-Loire, c'était un plus grand défi, je pense, comment maîtriser. Avant, c'était un site séparé, maintenant, c'est un bien qui figure dans le site de Val-de-Loire. Provins. Ah, peut-être c'était une grande discussion au sein de l'ICOMOS, mais finalement, c'était un des nominations, un des plus intelligents de la France et qui ont trouvé une argumentation extraordinaire. Je vais dire quelques mots de ça. Alors, le XXe siècle, toujours, Le Havre, Bordeaux. Il y a des sites Vauban, des biens, c'est maintenant également un site sériel. Les lagons de Nouvelle-Calédonie, c'est un site naturel, il n'y a pas beaucoup. Également un site que j'ai choisi d'une présentation plus en détail. L'île de Réunion, alors, c'est un paradis. Courcey-Chévon. Et c'est un site international un peu invisible, mais ayant des valeurs universelles exceptionnelles. Ce sont des habitations préhistoriques surpilotées. Toujours l'industriel. Et finalement, jusqu'ici, le dernier site français. Alors, si Chambord restait séparément, vous auriez justement 40 sites inscrits, bien inscrits, mais finalement, c'est 39, c'est quelque chose absolument impeccable. Maintenant,
il y a une sélection subjective qui arrive maintenant. Je vais parler de quelques sites français du patrimoine mondial qui, en plus de leur valeur universelle intrinsèque, nous proposent des enseignements concernant la Convention. Il s'agit des cas qui portent un enseignement pour d'autres États parties, ainsi que pour les autres acteurs du patrimoine mondial, y compris les organisations consultatives ICOMOS haïtiennes. Dans ce qui suit, l'ordre de séquence correspond plutôt aux dates d'inscription. Il ne s'agit donc pas d'un ordre d'importance de site. Alors, je commence avec le Centre historique d'Avignon, Palais des Papes, ensemble épiscopal et pont d'Avignon, qui a été écrit en 1995. Et j'espère que tout le monde est familier avec les critères, non? Oh, d'accord. Alors, toujours les critères sont tellement importants parce que pour l'inscription sur la liste patrimoniale, il faut naturellement établir et argumenter que la valeur universelle exceptionnelle est vraiment présente dans le bien proposé pour la liste. Et il y a, en ce qui concerne les critères, il y en a 10. Les 6 premiers, surtout, correspondent au patrimoine culturel, plus ou moins. Les 4 derniers correspondent plutôt au patrimoine naturel. Et bon, j'ai préparé un diapo qui n'est pas ici. Alors, c'est assez compliqué, les critères. Un seul critère est suffisant pour être inscrit à la liste, mais les critères sont rédigés assez, disons, un langage assez compliqué. C'est pourquoi j'ai pensé d'établir un système, de trouver quelques mots pour les critères. En ce qui concerne le critère numéro 1, c'est le comment dirais-je, chef-d'œuvre. Simplement. C'est le chef-d'œuvre de l'humanité. Il ne s'agit pas de... Nous ne devons pas connaître même l'auteur de cette chef-d'œuvre, mais cette chef-d'œuvre, il faut ajouter que le comité du patrimoine mondial utilise assez rarement, adopte assez rarement le critère numéro 1. Deuxième, c'est un échange mutuel des influences. Le critère 3, c'est le témoignage. Critère 4, ce sont des typologies. Critère 5, c'est surtout un certain usage spécifique de terrain, de territoire de la mer, c'était ajouté plus tard. Et le critère numéro 6, c'est autour de valeurs associatives. Le comité du patrimoine mondial normalement utilise critère 6 avec un autre critère beaucoup plus matériel. Concernant le critère 7, et cette beauté extraordinaire, c'était premièrement utilisé uniquement pour le patrimoine naturel, mais finalement, vers les années 2001-2002, le comité a décidé et finalement a réalisé l'utilisation de ce critère également pour le patrimoine culturel. Et les autres critères 8, 9 et 10 sont valides pour le patrimoine naturel qui représente des différentes approches de diversité, biodiversité, des différentes étapes de la développement de l'histoire de la Terre et également les spécificités des grands biomes dans le monde. Voilà, ce sont des critères. Et pour l'Avignon, on a utilisé 1, 2 et 4. Alors, le chef-d'œuvre, influence et typologie. Voilà. Et maintenant, quelques mots sur ce bien.
L'ensemble des monuments du centre historique d'Avignon est un exemple exceptionnel d'architecture médiévale religieuse, administrative et militaire qui a joué un rôle capital dans le développement et la diffusion d'une forme particulière de culture à travers une vaste région de l'Europe, une époque de toute première importance pour la mise en place des relations durables entre la papauté et les pouvoirs civils. Et maintenant, quelques mots sur l'inscription, l'histoire de l'inscription, parce que ce n'était pas tellement simple. Ce dossier de l'inscription a été étudié la première fois lors de la 7e session du bureau du Comité du patrimoine mondial, 83, et l'ICOMOS avait alors recommandé que l'inscription soit différée. Encore une fois, je m'arrête ici pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Alors, le comité a 4 possibilités comme décision concernant l'inscription. Le premier, c'est que le bien soit inscrit. Tout le monde est heureux avec ça, alors ce n'est pas de problème. Deuxième, le comité, sur la base de la proposition de l'organisation consultative, peut se dire que l'inscription soit différée. Différée, ça veut dire qu'il faut reprendre le fil parce que le comité n'est pas vraiment, comment dirais-je, ne peut pas accepter que la valeur universelle exceptionnelle existe. Alors, différer, c'est quelque chose de vraiment difficile, il faut reprendre le fil. Renvoi, c'est une autre possibilité, c'est beaucoup mieux. Il ne faut pas reprendre tout le cycle de nomination, mais il faut seulement compléter le dossier. Et finalement, le dernier possibilité, le quatrième, si le comité décide de ne pas inscrire dans la liste, mais normalement, les États parties n'attendent pas cette décision, ils retirent la nomination avant la décision. Alors, je reprends le fil avec Avignon. L'ICOMOS recommandait que l'expression soit différée, ça veut dire qu'il faut reprendre, et avec les quelques propositions que le périmètre de la zone de protection soit plus clairement délimité, et que soit envisagée la possibilité d'inclure Villeneuve-les-Avignon, l'autre côté, dans la zone proposée pour l'inscription. Et troisièmement, qu'une carte soit jointe au-dessus indiquant les limites de la zone proposée. Et finalement, les premières et la deuxième demandes ont été satisfaites, mais pas le troisième, en ce qui est de délimitation. Et reprenant les conclusions des spécialistes de mission de l'ICOMOS, finalement, il y avait un retracement des zones de protection. Finalement, il commence à également établir que le plan de sauvegarde des mises en valeur actuellement en préparation pour le secteur sauvegardé devrait prendre en compte de façon spécifique la zone autour des monuments pour lui assurer une protection et une conservation à long terme garantit l'authenticité de l'ensemble. Encore une fois, quelque chose d'important, c'est l'authenticité et l'intégrité de bien. C'est pourquoi l'ICOMOS a proposé ici une élaboration de dossiers de proposition. Et finalement, au lieu de différer, recommandation où cette proposition d'inscription soit renvoyée pour permettre à l'État partie de modifier les limites de la zone proposée pour l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Et finalement, dans l'éventualité où l'accord sera trouvé sur ces limites, l'ICOMOS recommande que ce bien soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial sur la base de critères 1, 2 et 4, et c'était accepté, et les délimitations du bien ont été précisées sur la base de la recommandation de l'ICOMOS, et le bien finalement a été inscrit sur la liste. C'est un exemple peut-être pas tellement clair, je suis désolé si ce n'est pas suffisamment clair, de vous présenter que même les sites, les biens iconiques comme c'est le palais du pape d'Avignon et tous les alentours pouvaient être discutés au sein de l'ICOMOS, au sein du comité, et pour ce qui concerne
l'authenticité et l'intégrité du bien, et pour qu'on puisse établir une zone de protection, zone tampon qui assure la conservation des biens. Le deuxième exemple, c'est le canal du Midi, que j'ai déjà parlé de ça. Vous pouvez voir ici que beaucoup de critères sont ici, selon laquelle ce bien a été inscrit sur la liste en 1996. Et même les deux critères qui sont assez rarement utilisés, critère 1, le chef-d'œuvre, et critère 6, valeur associative. Alors, c'est un site du patrimoine mondial effectivement étroitement lié à l'époque et à l'esprit du siècle des Lumières. Avec ses 360 km navigables assurant la liaison entre la Méditerranée et l'Atlantique et ses 328 ouvrages, écluses, aqueducs, ponts, tunnels, etc., le réseau du canal du Midi, réalisé entre 1667 et 1694, constitue l'une des réalisations de génie civil les plus extraordinaires de l'ère moderne, qui ouvrit la voie à la révolution industrielle. Le souci de l'esthétique architecturale des paysages créés qui anima son concepteur, Pierre Porriquet, en fit non seulement une prouesse technique, mais aussi une œuvre d'art. Et le comité a décidé le bien proposé sur la base de critères 1, 2, 4 et 6, considérant que le site est de valeur universelle exceptionnelle en tant qu'une des réalisations les plus extraordinaires du génie civil de l'ère moderne. Il est représentatif de l'éclosion technologique qui a ouvert la voie à la révolution industrielle et à la technologie contemporaine. En outre, il associe à l'innovation technologique un grand souci esthétique sur le plan architectural et sur le plan de paysages créés, approche que l'on ne retrouve rarement ailleurs. Il s'agit d'un ouvrage unique d'ingénierie et de transformation de paysages qui, déjà par ses dimensions linéaires vastes, présente un vrai défi pour la conservation du patrimoine qu'il incarne. Et nous allons voir plus en détail avec Val-de-Loire que ce type de site de vaste étendue vraiment dans des questions difficiles pour ce qui concerne la gestion des sites du patrimoine mondial. Et bien que la France ne possède pas encore, il me semble, pour tous les 39 sites, un plan de gestion absolument, disons, récemment adopté. Et les plans de gestion des biens des Français, les existent, sont vraiment exemplaires. Et nous, les autres, des autres pays, l'autre est à partir de patrimoine mondial, vraiment utilisons des résultats qui viennent de ce type d'exercice de la gestion du site tellement vaste. Et maintenant que je vous ai promis un peu plus en détail les mots sur la ville fortifiée historique de Carcassonne, vous allez voir qu'il y a quelques comment dirais-je, actualités justement ici dans ce bâtiment parce que c'est lié à Viollet-le-Duc et vous avez ici maintenant ouvert une exposition sur son œuvre. Je pense qu'inutile de présenter à l'audience ici cette ville historique monumentale et impressionnante, mais qui n'a réussi à se faire inscrire sur la liste qu'à sa deuxième tentative. Ceci nous enseigne au moins deux choses: la persévérance des Français dans leur engagement, mais aussi dans l'application de la Convention, vu le caractère évolutionnaire que l'on peut reconnaître dans l'évaluation d'une valeur exceptionnelle universelle. Carcassonne, en tant que site d'architecture médiévale, conservé en grande partie en son état, a déjà été proposé en 1985 pour être inscrit au patrimoine mondial, mais à cette époque, l'ICOMOS a pris la décision qu'en raison de la reconstruction réalisée au XIXe siècle, la conservation de son état de Moyen-Âge ne peut pas être considérée d'authentique. Le patrimoine culturel aujourd'hui doit beaucoup au travail de conservateurs architectes du XIXe siècle, influencé par le mouvement romantique. Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc,
en était indiscutablement le meilleur exemple. De plus, il était un personnage très influent à son époque. De même, il est généralement admis que la restauration de Carcassonne est sa plus grande œuvre. Il y consacra les 30 dernières années de sa vie. Et maintenant, le cite assez largement la vie de Lycomos. À Carcassonne, la question de l'authenticité doit être abordée dans divers contextes. Tout d'abord, il est certain que les fortifications ont conservé leur certification historique qui, on peut le confirmer, est authentique. Des grandes sections de fortifications romaines conservées dans les structures du XIIIe siècle subsistent en forme un ensemble extrêmement intéressant, sans doute sous-estimé par la plupart des visiteurs. En fait, on nomme généralement Carcassonne la cité médiévale, mais l'authenticité des travaux de restauration, en particulier du travail de Villalet-le-Duc, est un autre problème. Certaines modifications ont vu le jour, notamment dans le tour romain et quelques matériaux de toiture, mais la plupart des restaurations effectuées au XIXe siècle sont intactes. Même les modifications, quoique mineures, peuvent être considérées comme faisant partie de l'histoire. Et dans son évaluation écrite de ce bien, lorsque la première proposition d'inscription en 1985, Lycomos recommanda à État partie d'étudier la possibilité de soumettre une nouvelle demande d'inscription de Carcassonne, conjointement à Pierre Font, comme les témoins privilégiés de la politique de conservation du XIXe siècle et des doctrines de restauration de Villalet-le-Duc. Alors nous pouvons voir que les premières nominations de Carcassonne comme ville médiévale n'étaient pas bien reçues par Lycomos et par le patrimoine mondial, mais on a proposé un peu plus tard qu'il y a une double facette, la ville médiévale et, qui est encore plus intéressant, la politique de la conservation du XIXe siècle. Depuis, cette tendance romantique des restaurateurs du XIXe siècle, respectueuse de l'histoire, a été reconnue par Lycomos finalement et le Comité du patrimoine mondial comme étant un facteur positif dans l'évaluation des biens proposés pour l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, notamment avec les autres de la République tchèque et de l'allemand. Par conséquent, dans ce contexte et à la lumière des précédents, l'œuvre accomplie par Villalet-le-Duc à Carcassonne semble particulièrement apte à l'inscription. Parce que l'œuvre de Villalet-le-Duc fut l'un des projets les plus importants de ce type de XIXe siècle. Pendant plusieurs décennies, elle a constitué une norme de travail, bien que de façon romantique, dans la majeure partie de l'Europe, surtout chez nous en Hongrie aussi. Et citons de nouveau le rapport de l'expert de Lycomos, son esprit rationnel a contribué au développement de l'étude archéologique et de l'enregistrement systématique, ainsi qu'à l'analyse des sites faisant partie du patrimoine. Par conséquent, en tant qu'elle, la caractéristique historique fondamentale de Carcassonne est évidente. Alors, la proposition d'inscription d'origine proposée par la France, comme État partie, concernait uniquement les fortifications, le château et la cathédrale, et commence à proposer l'élargissement de la proposition. Dans ce contexte, il convient de souligner que la liste indicative révisée de la France en 1996 contient les deux éléments suivants sous les rubriques différentes: Carcassonne, la cité intramuros, et Carcassonne, la restauration de la cité médiévale au XIXe siècle. Alors, c'est un deuxième point de changement, de proposition. Premier, ce n'était pas reçu par Lycomos. Deuxièmement, la France a proposé à développer deux propositions séparées pour la cité médiévale et pour la restauration. Et finalement, ce point a été débattu lors de la mission d'experts de Lycomos, et les autorités concernées ont convaincu que le bien faisant l'objet de la proposition d'inscription devait englober l'ensemble de la cité intramuros. Alors finalement, un dossier supplémentaire a été adressé au Centre du patrimoine mondial ainsi qu'à Lycomos. Il comprend les fortifications, le château, la cathédrale et les immeubles d'habitation situés dans l'ancienne de la zone fortifiée. De plus, l'église Saint-Gimier, l'une des trois églises conçues par Villalet-le-Duc, est construite sur le site de Barbacane démoli et comprise dans la zone faisant l'objet de propositions d'inscription. Et finalement,
En 1997, il commence à recommander que ce bien soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial sur la base de critères 2 et 4. La ville historique de Carcassonne est un excellent exemple de cité médiévale fortifiée dont l'énorme système défensif a été construit sur des remparts datant de la fin de l'Antiquité. Elle doit son importance exceptionnelle aux travaux de restauration entrepris pendant la deuxième moitié du XIXe siècle par Viollet-le-Duc et qui influencèrent fortement l'évolution des principes et des pratiques de conservation. Alors à Naples, lors de la 21e session, le comité du patrimoine mondial finalement a inscrit Carcassonne sur la liste du patrimoine mondial. C'était une histoire absolument enseignante pour tout le monde. Et maintenant, Val-de-Loire, plus rapidement, est un paysage culturel exceptionnel comprenant des villes et villages historiques, de grands monuments architecturaux, les châteaux à les terres cultivées, façonnés par siècles d'interactions entre les populations et leur environnement physique, dont la Loire elle-même. Et finalement, c'était inscrit en utilisant 3 critères. Critère 1, chef-d'œuvre, critère 2, l'interchange, et critère 4, typologie. Mais ce n'est pas la question. La question que j'ai choisie, il y a 2 choses. Justement, la grande paysage culturel, la plus grande, presque plus grande dans la liste, et l'histoire que je cite maintenant, parce que lors de la 23e session du comité du patrimoine mondial, qui s'est tenue à Marrakech en 1997, cette proposition d'inscription et le thème général des paysages culturels ont donné lieu à longues discussions. Il a été généralement reconnu que le Val-de-Loire présente une valeur universelle exceptionnelle et qu'il était digne d'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial en tant que paysage culturel au titre des critères culturels 2 et 4. Toutefois, plusieurs délégués se sont inquiétés de l'implantation d'une centrale électrique nucléaire dont l'emprise du site de sont émus du fait que ce problème n'avait pas été signalé dans l'évaluation de l'ICOMOS. Au cours de débat, c'est ensuite 2 positions différentes se sont dégagées. Certains délégués étaient d'avis que les éléments modernes sont acceptables dans un paysage vivant et ont fait remarquer que dans ces cas précis, des mesures adéquates des plans d'urgence étaient prévues. D'autres ont insisté sur la nécessité d'approfondir l'examen de cette question et ont recommandé que soit différée la prise en compte de cette proposition d'inscription, et qui est assez rare. Le président du comité a décidé d'avoir un vote et finalement le comité a différé l'examen de la proposition d'inscription. En mars 2000, l'État partie, la France, a soumis un dossier complémentaire. Dans ce rapport argumenté, il soutient que les centrales nucléaires doivent être considérées comme des composants à part entière du paysage, représentatifs de la continuité de l'occupation humaine sur plusieurs siècles. Moi, personnellement, je partage cette approche. ICOMOS aussi partageait cette opinion qui a motivé sa première évaluation de biens proposés pour l'inscription. Alors, ICOMOS a réitéré sa recommandation d'origine d'inscrire le Val-de-Loire sur la liste du patrimoine mondial. Toutefois, à la suite d'une séance privée du bureau du comité du patrimoine mondial en juin 2000, l'ICOMOS s'est engagé à étudier la proposition d'inscription révisée qui devait être soumise par l'État partie, excluant la centrale nucléaire. L'ICOMOS a reçu cette documentation en septembre et la délimitation de la zone proposée pour l'inscription a été modifiée de manière à exclure la centrale nucléaire. Il a également été étendu au sud pour intégrer le site du patrimoine mondial du château et domaine de Chambord, inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 1981, qui ne constituera plus un monument du patrimoine mondial d'instinct. L'ICOMOS considérait que ces modifications conforment pleinement aux souhaits exprimés par le comité à la réunion de Marrakech en décembre de 1999 et qu'elles ne remettent pas en cause l'intégrité du paysage culturel de Val-de-Loire dans son ensemble, tel qu'elle présentée dans la proposition d'inscription globale. Alors, la question était vraiment délicate parce qu'il ne s'agissait pas uniquement d'exclure le centre nucléaire, mais il s'agissait de l'intégrité du site de paysage.
Et finalement, la solution choisie par l'État parti, par la France, c'était absolument sage, parce qu'ils pouvaient garder l'intégrité et quand même, finalement, ils ont exclu le centre nucléaire. Il me semble que c'était comment dirais-je, une décision assez arbitraire de la part du comité, mais finalement, c'est le comité qui a pris la décision. Alors, c'était comme ça. Et très brièvement, spécifiquement, quelques mots sur cette mission Val-de-Loire, parce qu'il me semble que c'est quelque chose d'absolument exemplaire qui s'engage dans la préservation de 2002, la valorisation de l'animation du site de son exposition. C'est une structure interrégionale portée par les régions Centre et Pays de la Loire, en charge de la coordination de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour Val-de-Loire. Il s'agit d'un syndicat mixte interrégional, présidé alternativement pour chaque région par mandat de 3 ans. Le financement de la mission assure par les 2 régions fondatrices du syndicat mixte avec la répartition suivante, 2 tiers pour la région Centre, 1 tiers pour la région Pays de Loire. L'État parti au financement d'études et d'actions conduites au titre de volet patrimoine du plan Loire Grandeur Nature. Et depuis le mois de septembre 2010, Isabelle Longuet, la directrice de la mission Val-de-Loire, elle était parmi les premiers collègues français qui nous ont accueillis après les changements politiques de 89, quand la Hongrie était en train de renouveler tout le système et toutes les législations concernant les patrimoines et les monuments et sites. Et c'est pourquoi je pensais que vraiment elle mérite de mon approche personnelle d'être présentée ici. Elle était auparavant chargée de suivre la Convention du patrimoine mondial l'UNESCO au niveau national. Et alors, par exemple, ce type des maps également sont, il me semble, initiées par elle-même. Elle était également responsable de la Convention France-UNESCO pour le patrimoine. Voilà. Alors maintenant, le temps passe assez rapidement. Peut-être que je quitte le texte écrit, essaye d'expliquer librement de quoi s'agit-il. Cette province, cette ville de foi médiévale qui a été créée en 2001, dans la deuxième reprise. Premièrement, c'était proposé comme une ville médiévale fortifiée, mais l'ICOMOS avait l'opinion qu'il y en a beaucoup. Et pas une grande chose. Pourquoi est-ce que la ville de Provins qu'elle doit être inscrite, et quels sont disons les attributs de valeur universelle exceptionnelle. Et finalement, le développement de deuxième dossier, c'était absolument performant et convaincant de montrer dans la structure urbaine, les traces de l'ancien usage justement de production des textiles et des marchés. Et toute la structure de cette ville est une documentation absolument unique et rare des activités artisanales du textile, de commerce médiéval. Alors, vraiment, l'ICOMOS était absolument pour l'inscription, le comité finalement a inscrit. Il me semblait que c'est un exemple important pour nous montrer que parfois les premières approches qui nous montrent, disons, quelque chose de spectaculaire ou qui nous montrent quelque chose normal pour ce qui concerne les monuments et les sites, et il nous faut quand même avoir une approche beaucoup plus approfondie et je suis presque convaincu que un peu partout on peut trouver des traces convaincantes et rares, comme ici c'était le cas avec la ville de Provins, qui ici il me semble que n'était pas vraiment la première fois, ce n'était pas vraiment même
supporter même l'État parti, si j'ose le dire. Mais finalement, la ville était tellement performante que c'était finalement une histoire de succès. Alors, les beffrois. Alors, c'est une approche assez intéressante. Et il s'agit de 23 beffrois cités dans le nord de la France et le beffroi de Gambloux en Belgique, qui a été inscrit en tant que groupe, comme une extension de 32 beffrois belges inscrits en 99 sous le nom de beffrois de Flandre et de la Wallonie. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un symbole un important élément de paysage urbain représentait le pouvoir des échevins. Et au fil des siècles, il est devenu le symbole de la puissance et de la prospérité des communes. Mais ici, je parle de ça parce que il s'agit d'un un bien sériel qui est assez intéressant, et plus il s'agit de la nomination d'un bien sériel international. Et le comité du patrimoine mondial préfère inscrire de tels sites parce que les biens sériels n'augmentent pas considérablement les biens inscrits, comme par exemple font les grandes cathédrales en France, qui figurent sur la liste un par un séparément. Et je noterai ici qu'à leur égard, également, il surgit de temps en temps l'idée qu'il faudrait réunir les grandes cathédrales de France dans un seul bien sur la base d'une augmentation similaire. Mais j'ajoute tout de suite que cette idée n'est pas aussi excellente qu'elle n'apparaît au premier abord, car elle suscite interrogations sérieuses au sujet des solutions à trouver pour la gestion commune, vu leur distance importante des unes par rapport aux autres, et ce qui est pourtant une exigence selon les règles en vigueur pour la mise en œuvre de la Convention, notamment avoir une gestion commune pour les sites, pour les biens sériels, qui est vraiment un grand défi, comme c'était le cas avec les fortifications de Vauban. Cet bien comprend 12 groupes de bâtiments fortifiés et construction le long de frontières nord et ouest de la France. Il constitue les meilleurs exemples du travail de Sébastien Leprest de Vauban, architecte militaire de Louis XIV. Cette série comprend des villes neuves créées ex nihilo, des citadelles, des enceintes urbaines à bastions et des tours bastionnées. Il figure aussi des forts de montagne, des forts de côte, une batterie de montagne et 2 structures de communication en montagne. Ceux-ci sont inscrits en tant que témoins de l'apogée de la fortification bastionnée classique, typique de l'architecture militaire occidentale. Vauban a joué un rôle majeur dans l'histoire des fortifications en influençant l'architecture militaire en Europe, mais aussi sur l'autre continent jusqu'au milieu du XIXe siècle. Alors, il me semble que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et certainement il n'y a pas question en concernant les valeurs universelles exceptionnelles, qui était une question combien d'éléments doivent être inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Et c'est toujours une question il s'agit toujours de choisir des représentatives où il faut avoir au nom de l'intégrité inscrit tous les biens qui appartiennent à ce groupe. Qui est également important que ce bien finalement inscrit garantit l'intégrité et l'authenticité et reflète les facettes de l'œuvre de Vauban. Et qui est également important, sa protection légale est satisfaisante, la gestion présente de la part de l'État et des collectivités locales donne des garanties satisfaisantes et des réponses aux risques naturels et touristiques encourus. La mise en commun des expériences en matière de restauration et de mise en valeur au sein du réseau des sites majeurs de Vauban est déjà initiée. Voilà, et mise en commun des expériences... Oui, je te dis. Alors, qui arrive, c'est la cité épiscopale de l'Albi. Il me semble que c'est le dernier que j'ai choisi. Maintenant, je ne veux pas vraiment entrer dans les détails, seulement j'aimerais bien vous montrer que c'était également quelque chose de médiéval, mais ici, vous pouvez voir que c'est inscrit sur les critères
4 et 6 parce qu'il s'agit d'une valeur associative absolument forte. La cité épiscopale Albi forme un ensemble de monuments et de quartiers cohérents et homogènes qui n'a pas subi de changements majeurs au fil des siècles. Et la cité épiscopale d'Albi présente un ensemble bâti complet et représentatif de ce type de développement urbain en Europe, allant du Moyen-Âge à l'époque moderne et contemporaine. Ces éléments monumentaux et urbains sont complémentaires et bien conservés, en accord subtil de ton d'allure par l'emploi généralisé de briques foraines. Et elle témoigne du programme simultané défensif et spirituel mis en œuvre par les évêques chrétiens romains à la suite de l'éradication d'hérésie de l'Albigois au Qatar au XIIIe siècle. Et la cathédrale Sainte-Cécile constitue le symbole monumental le plus remarquable dans un style architectural gothique méridional unique, complété au 5e, 6e siècle. Alors, la valeur exceptionnelle de la cité s'exprime enfin par un paysage urbain médiéval bien préservé et d'une grande authenticité. Et voilà, seulement vous montrer que naturellement, avec le 39 biens sur la liste, la France ne s'arrête pas, naturellement. Il y a les biens sur liste indicative. Un des plus intéressants pour moi, qui était étudiant d'architecture entre 65 et 70, Corbusier, c'était un des sommets. Alors, l'œuvre architecturale urbaine de Le Corbusier, c'est un candidat qui arrivera, nous espérons, à l'exposition de 2006. Et également, c'était une histoire très intéressante, mais malheureusement, je ne peux pas entrer en détail. Et c'est plusieurs reprises, le dossier de nomination se prépare, mais il me semble que vraiment, avec cette nomination sérielle internationale, ce sera une représentation du XXe siècle sur la liste du patrimoine mondial. Voilà, maintenant, très brièvement, peut-être sans entrer dans les détails, je vous montrerai les 8 biens de la Hongrie, Budapest avec les rives du Danube, le quartier des châteaux de Buda et l'avenue Andrássy. Voilà, ce sont les sites. Voilà, premièrement, c'était inscrit seulement la cité de quartier Buda et les livres de Danube. Et deuxièmement, en 2002, c'était une grande édition parce que c'est l'avenue Andrássy avec les places des héros en tant que réalisation urbanistique du XIXe siècle représente une réalisation exceptionnelle de l'approche urbanistique de type Champs-Élysées. Alors vous pouvez voir également ici aussi l'influence française. Voilà quelques images sur Budapest pour mieux comprendre. Alors le patrimoine mondial, c'est le quartier de Buda, les deux côtés de Danube, avec quelques éléments absolument importants. Et voilà, l'addition, c'est l'avenue de type Champs-Élysées avec les 3 grandes sections qui rallient les centres de ville avec les forêts de la ville. Et c'est seulement un exemple extraordinaire. Voilà quelques images additionnelles. C'était inscrit en 1987. Comme le deuxième, c'est un village, ici, la partie nord de la Hongrie. Si on compare avec Budapest, c'est très petit. C'est un village qui est perdu dans les montagnes, mais qui, après un grand incendie qui a eu lieu au premier part du XXe siècle, était rétabli et garde toute son image authentique, vernaculaire, avec un grand défi concernant les touristes qui arrivent et qui vraiment touchent la fragilité de ces petites communes.
troisième, c'est le seul bien naturel commun avec la Slovaquie. Vous pouvez voir ici, c'est à cheval dans les frontières entre la Slovaquie et la Hongrie. C'est une grotte naturelle, comme ça. Il y a des images. Voilà l'abbaye bénédictin millénaire de Pannonhalma, en Transdanubie, qui est la seule qui est inscrite également aux critères 6, alors les valeurs associatives, l'abbaye bénédictin qui a joué un rôle absolument instrumental dans le développement de l'État hongrois et de la culture avant de premier millénaire. Naturellement, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'additions des différentes périodes, mais figure également une approche entre l'environnement naturel et les bâtis. Voilà, parc national de Ortobágy de la Puszta, le grand plaine hongrois. Voilà. Parfois, je dis que nous, les Hongrois, nous sommes très à droite parce que nous pouvons maîtriser que rien est inscrit dans la liste. Voilà. C'est le rien qui est déjà inscrit dans la liste du patrimoine mondial. C'est pas rien, naturellement. C'est un paysage culturel également millénaire avec élevage des animaux et avec une grande diversité naturelle. Comme ça, avec les crues. Et finalement, il y a une histoire très intéressante, comme un peu pareil avec, on peut faire le parallèle avec Carcassonne, parce que la troisième fois, nous avons réussi d'inscrire à la liste du patrimoine mondial, parce que nous avons commencé la proposition de tout le périmètre la cité médiévale de Pécs. À l'UNESCO, on nous a dit que c'est trop grand, c'est pas possible. Alors, deuxièmement, on a commencé de proposer seulement un quart de site. L'expert de l'ICOMOS nous a dit, oui, c'est une bêtise, c'est pas organique, il ne faut pas le faire. Alors, troisième fois, voilà, c'est la place centrale de Pécs, de ville Pécs. Voilà, ici, troisième fois, nous avons proposé une nomination uniquement pour les biens paléochrétiens, dans la grande majorité qui sont souterrains, qui datent du siècle 3e, 4e après Jésus-Christ. Et voilà, vous pouvez voir ici quelques images sur cette nécropole souterraine qui est intéressante, ayant également une valeur universelle exceptionnelle, parce que c'est une composition des traditions italiennes et traditions du Balkan de paléochrétiens. Voilà. Il y a des christogrammes, comme ça. Il y a encore deux paysages culturels de Fertő-Nagyszilárd. C'est commun avec l'Autriche. Vous pouvez voir, c'est la frontière entre l'Autriche et la Hongrie, alors au milieu du lac. C'était proposé premièrement de l'Autriche, et le comité a demandé s'il vous plaît, revenir avec la Hongrie ensemble. Finalement, c'était le cas, et maintenant nous avons ce site commun avec l'Autriche. C'est un site paysage culturel avec par exemple, c'était une carrière de l'époque romaine. Il y a des choses vraiment assez intéressantes, mais aussi des châteaux, par exemple, château Esterházy à Fertőd. On dit que c'était Petit Versailles en Hongrie, peut-être. Assez. Voilà, il y a des autres. Et finalement, le dernier, c'est le paysage culturel historique de la région viticole de Tokaj. C'est très large. Vous pouvez voir, c'est vraiment extraordinaire. Il s'agit il est composé de 27 communes. Alors c'est vraiment comme le Val de Loire, c'est pourquoi nous vraiment étudions les exemples français. Naturellement, le vin de Tokaj, c'est pas le patrimoine mondial, c'est pas le vin qui est inscrit, mais c'est le paysage.
avec quelques développements contemporains assez bien réussis, et aussi avec les caves et tous les autres mobiliers, et même avec cette pourriture noble et tout ça. Alors, c'est un paysage culturel. Voilà, et maintenant, je suis désolé, mais peut-être que je dois me faire assez rapidement. En ce qui concerne l'adhésion, la Hongrie a fait 10 ans plus tard que la France. Nous sommes devenus État partie seulement 85, mais en revanche, nous avons une loi spécifique pour le patrimoine mondial. Voilà. Oui. Alors, en ce qui concerne le cadre juridique, je dois avouer que malgré mes efforts de recherche, sûrement assez maladroits, je n'ai pas trouvé des règles juridiques françaises qui auraient légiféré sur le patrimoine mondial. En même temps, il va sans dire qu'aussi bien quant à la protection du patrimoine bâti que celle du patrimoine naturel, la France dispose des règles juridiques nationales qui assurent les garanties nécessaires à ce sujet. Voilà. Mais chez nous, en Hongrie, nous avons finalement développé une loi spécifique pour le patrimoine mondial 2011, justement parce que dans la région viticole de Tokai, nous avons un projet d'établir, de construire un grand centre, pas nucléaire, mais centre énergétique. Et il nous semblait c'était vraiment nécessaire d'avoir au niveau de loi une protection absolument importante. Voilà, je passe de tout ça. Alors, vous connaissez qu'il y a quand même les délégations auprès de l'UNESCO, français, hongrois. Nous avons les choses parallèles. En ce qui concerne le Comité national des biens français du patrimoine mondial, nous avons des choses pareilles chez nous. En ce qui concerne le directeur général des patrimoines au sein du ministère de la Culture, nous avons des choses pareilles. Mais malheureusement, nous n'avons pas une chose pareille comme l'Association des biens français patrimoine mondial. Et ça nous manque beaucoup. Voilà, ce sont des choses pareilles en Hongrie. Il y a un comité spécial du patrimoine mondial. Et le Centre Forster-Gyula pour la protection et la gestion du patrimoine national, c'est le successeur de l'ancien Office national. Mais nous n'avons pas vraiment une association qui était nécessaire. Il faut mentionner naturellement ICOMOS France, ICOMOS Hongrie. Et comme vous pouvez voir, ICOMOS France a un groupe de travail pour le patrimoine mondial qui est très actif. Je reçois toujours les invitations, je n'arrive pas naturellement à y participer. Et c'était, je pense, initié par Olivier Poisson et maintenant c'est lui qui organise, je ne sais pas. Et ICOMOS Hongrie, nous avons seulement un groupe de travail ad hoc. En ce qui concerne les process, il y a naturellement les process pour établir la liste indicative, un peu pareil France et Hongrie, et il y a également les préparations de dossiers et candidatures. Et pour vous montrer très rapidement le prochain bien qui sera peut-être proposé pour l'inscription de la Hongrie, c'est la section des frontières de l'Empire romain. Et voilà, vous pouvez voir, c'est une section au long 425 kilomètres tout au long de Danube. C'est assez intéressant parce que c'était une frontière fluviale, Ripa Pannonica. Voilà quelques exemples. On verra. Nous ne savons pas vraiment comment ça va aller. Ah, voilà, maintenant les provocations. J'arrive à la fin. Désolé, c'est trop longue. Alors, il arrive les questions. Voilà. J'essaie d'être plus clair que jamais. Alors, la question, en quoi la reconnaissance du patrimoine mondial peut favoriser la conservation des valeurs du patrimoine culturel en général et au niveau de chaque bien? Alors, on pourrait également reformuler la question comme suit.
Comment, à quel degré avons-nous réussi à atteindre les objectifs fixés lors de la création de la Convention? Il s'agit de la Convention la plus connue de l'UNESCO, souvent désignée comme son porte-drapeau, donc une convention d'un succès considérable qui, à première d'abord, même quand cela paraît contradictoire, ne semble pas avoir obtenu beaucoup de résultats. Le Fonds pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, créé sur la base de l'article 15 de la Convention, paraissait insuffisant dès le début, mais aujourd'hui, quand le nombre des biens inscrits sur la liste de plus de 1007, pendant que les cotisations obligatoires des États parties n'ont pas changé, il est encore plus insuffisant. Il va sans dire que l'obligation de la conservation incombe en premier lieu à l'État partie concerné, car l'inscription au patrimoine mondial ne comporte aucun engagement financier de sorte de l'UNESCO. Pour ma part, je considère pourtant que la Convention favorise, dans une large mesure, la conservation des biens répertoriés en tant que patrimoine commun de l'humanité, représentant une valeur exceptionnelle universelle. Pourquoi? D'une part, ce que les États parties, dotés de plus de ressources financières, participent à un niveau qui dépasse de loin des possibilités de fonds pour la protection du patrimoine mondial, au financement de la conservation des biens inscrits au patrimoine mondial. Bien qu'elle n'est pas la seule à y s'engager, je me contente de tout de même de ne citer que la France est l'exemple remarquable qu'elle nous donne et qui mérite d'être reconnu avec notamment cette convention France-UNESCO. Et d'autre part, toujours la protection des biens inscrits, la visibilité et la notoriété assurées par la convention sont au moins aussi importants, ce qui incite à conserver les biens qui sont au devant la scène, pour ainsi dire exposés dans cette vitrine internationale. Cette notoriété et cette contrainte pour la conservation sont complétées par l'aspect touristique, et je vais y revenir encore car le bilan à ce sujet n'est pas sans équivoque. En ce qui concerne l'avenir de la convention, il faut revenir ici au concept initial qui préconisait que la Convention devait devenir un outil de la solidarité internationale qui, dans le cas des sites en mauvaise posture, en remplaçant de campagnes UNESCO antérieures, permettra une sorte d'intervention d'aide automatique. Personnellement, je pense ici aux biens figurant sur la liste du patrimoine mondial en péril, article 11.4. À mon avis, cet élément important de la Convention ne reçoit pas assez d'attention. Évidemment, ce n'est pas dans le sens d'une liste des coupables que j'interprète qui motive certains États parties à refuser de figurer sur une telle liste, mais beaucoup plus dans le sens que aussi bien le Fonds de protection du patrimoine mondial que les autres ressources mobilisables devront pouvoir être concentrés sur la tâche urgente d'écarter le danger. Il faut ajouter encore une considération, notamment que la conservation même parfaite d'un bien ne devra épuiser les ressources et les possibilités d'un État partie à tel point que les autres biens du patrimoine, nécessairement plus nombreux, en subissent les conséquences défavorables. Malheureusement, c'est une grande tentation des États parties d'utiliser toutes les sources possibles pour le patrimoine mondial et mettre à côté les autres biens pas vraiment classés. Deuxième question. Y a-t-il une limite supérieure pour le nombre de biens inscrits sur la liste? La Convention même ne contient ni des lignes directrices, ni, et encore moins, des réglementations à ce sujet. Dans les mémoires souvent cités de Michel Baptiste et de Gérard Bolla, auteurs principaux de textes de la Convention, on peut lire qu'ils pensaient à un maximum de 100 biens. Nous savons déjà que le nombre de biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial est plus de 10 fois plus. En même temps, la gestion se pose de plus en plus souvent et avec de plus en plus de fermeté. Cette expansion, jusqu'à quand peut-elle continuer? La notoriété évidente de la Convention pousse les États parties à proposer de plus en plus de sites à être inscrits sur la liste, et non seulement pour la conservation de ces patrimoines, mais aussi
pour exploiter le potentiel de développement économique que l'on espère obtenir suite à une telle inscription. L'objectif de la stratégie globale de 1994 a été de préserver la crédibilité de la liste du patrimoine mondial ou bien de rétablir dans le sens que le patrimoine culturel et naturel des grandes régions de l'UNESCO y soit représenté équitablement. Et il y a évidemment l'autre objectif d'équilibrer la représentation des biens naturels et des biens culturels. Parmi d'autres raisons d'intention d'atteindre cet objectif, agir contre l'idée de fixer un chiffre maximum, car le déséquilibre existant, selon certains, ne peut pas être rééquilibré que par cette augmentation du nombre. La conférence de Mme Christiane Cameron vous a certainement apporté des informations sur les critères de sélection, mais éventuellement aussi sur le fait que du côté du patrimoine naturel, l'approche l'Arche de Noé est mieux respectée, ce qui signifie que de chaque sous-catégorie, les meilleurs sites sont sélectionnés sur la base de systèmes biomes élaborés par la scientifique hongroise Udvar de Miklós en 1975. Il peut paraître surprenant, mais la diversité du patrimoine culturel signifie qu'il se prête beaucoup moins à être classé dans un système quelconque. À ce sujet, il vaut la peine d'étudier le rapport de l'ICOMOS appelé GAP Report ou rapport de lacunes, où son auteur, Jukka Jokilaito, propose de classer ce patrimoine culturel en 3 grandes catégories, par ordre chronologique, par ordre régional et par ordre thématique. Dans le cas de l'héritage culturel, la pratique suivie est qu'une fois un bien obtient une certaine valeur limite, dont la détermination est assez difficile, alors il peut être inscrit sur la liste. Alors pas une représentation comme l'Arche de Noé. Personnellement, je considère que de nos jours, l'affirmation selon laquelle un bien dispose d'une valeur exceptionnelle universelle, quand l'existence de cette valeur est constatée par le Comité du patrimoine mondial, est de plus en vrai. Alors c'est quelque chose de formel. Si le Comité patrimoine mondial inscrit un bien, c'est déjà doit avoir une valeur universelle exceptionnelle. Et quelle est la base de ce processus? Dans une approche positive, nous pouvons conclure que par rapport à l'époque initiale, l'état actuel de ce concept en évolution continue peut être décrit comme suite. La rédaction d'une liste censée à la représenter la totalité du patrimoine culturel et naturel de l'humanité est en cours et le comité essaie de plus en plus compléter la liste des éléments encore manquants de cette vue globale. Une expansion illimitée de la liste ne peut pas être un objectif, car ceci résultera nécessairement à sa dévaluation. Quand est-ce que cette liste atteindra-t-elle son état final d'expansion? Il sera très difficile de le prédire. Selon mes estimations, ce chiffre dépassera considérablement le 1000, mais peut-être restera en dessous de 1000. Et si c'est le cas, pourquoi pas 1972? Naturellement, ce n'est pas série. Voilà, troisième. Il y en a 5, alors j'arrive à la fin. Est-ce qu'il est possible ou nécessaire d'équilibrer la liste du patrimoine mondial ou devrait-on accepter que la distribution de ces biens n'est pas égale dans les différentes régions et cultures du monde? Avant, j'ai déjà fait mention de la stratégie mondiale ou globale et à ce sujet. En tant que spécialiste de la protection du patrimoine, plutôt patrimoine bâti, j'ai la ferme conviction personnelle qu'il s'agit ici non pas d'une approche professionnelle, mais plutôt d'une approche politique. Car je suis pleinement convaincu que les sites d'une valeur exceptionnelle universelle, soit culturelle, soit naturelle, ne sont pas distribués équitablement sur la surface de la Terre, et ainsi il est pratiquement impossible de les équilibrer en nombre par région. À l'aide des solutions diverses, par exemple, par créant 15 ou 16 régions plus petites au lieu de 5 grandes régions de l'UNESCO, assez artificielles, ou bien en prenant plus au sérieux la complémentarité des conventions 72 et 2003,
on pourrait peut-être approcher de plus près de représentativité mieux équilibrée. Le rapport de lacune de l'ICOMOS, mentionné auparavant, a également examiné les listes indicatives nationales. Et on pouvait constater qu'au cas où même tous les biens qui y figurent, alors dans les listes, seraient inscrits sur la liste, ce qui bien sûr n'est pas réaliste, malheureusement, mais même cette éventualité ne nous approchera plus à cet équilibrage selon les termes de la stratégie globale. Par contre, les listes indicatives sont du ressort des États parties, donc à l'égard des biens qui y figurent, personne d'autre, donc ni aucune organisation consultative, ni même le comité du patrimoine mondial n'ont aucun pouvoir à imposer une présélection pour qu'on puisse arriver à équilibrer la liste. Les États parties insistent à maintenir cette situation notamment car même à l'intérieur d'un État partie, surtout quand il s'agit d'un État fédéral ou quasi-fédéral, il y a aussi une incitation à faire en sorte que chaque État fédéral, chaque territoire autonome, etc., puisse avoir son propre point d'attraction de patrimoine mondial. Des fois, elles sont vraiment créatives dans leur effort de trouver pour ce bien cette valeur exceptionnelle universelle qui le distinguerait. Bien sûr, ceci peut amener aussi quelques résultats positifs aussi. Par exemple, c'est ainsi, à mon avis, que les sites doubles comprenant des villes jumelles ont vu le jour. Peut-être le premier d'entre eux était exactement les centres historiques de Stralsund et Wismar en Allemagne, où j'avais la tâche d'honneur, en tant que président du comité du patrimoine mondial, de remettre dans les deux villes le certificat d'inscription au patrimoine mondial. Encore un mot sur cet équilibrage tellement souhaité. Si on voulait équilibrer les biens du patrimoine naturel et culturel en nombre, en figure, on se retrouverait vite dans le pépin, car selon l'avis, bien que non officiel, de l'UICN, alors l'Organisation internationale de conservateurs des natures, seul un maximum de 3 sites naturels peuvent aspirer à être reconnus comme valeur exceptionnelle universelle. 300 au total. Par contre, déjà à l'heure actuelle, il y a 779 sites culturels existants. Selon cette logique, on pourrait dès aujourd'hui commencer à rayer de la liste les sites culturels en trop, mais évidemment, ce n'est pas le sens, il n'est pas en question. Ce n'est pas vraiment réalistique. Alors, par exemple, équilibrer en figure nature-culture, c'est totalement impossible. À cet égard, j'ai déjà proposé à maintes reprises, sans pourtant avec tout le sérieux, faisait la comparaison entre les sites culturels et naturels, non pas leur nombre, mais plutôt en leur dimension en surface, en kilomètres carrés. Il est probable qu'on arrivera à une plus grande quantité de sites naturels que de sites culturels. Ceci est juste une tentative pour mieux démontrer que cette tentative d'équilibrage en nombre, en figure, est très difficile à interpréter comme une approche professionnelle. Est-ce qu'il est bien que des espaces de plus en plus grands, par exemple en tant que paysages culturels, sont inscrits au patrimoine mondial, avec leur communauté, leurs habitants? Le monde entier deviendra soit patrimoine mondial, soit sa zone tampon. Il est vraiment fantastique que les biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial reflètent de manière globale et font apparaître les différentes stations et étapes de développement de l'humanité. Mais au moins où il ne s'agit plus de monuments individuels ou de leur ensemble, mais plutôt de tels systèmes et territoires dont l'attribut principal est le mode de vie, la culture des habitants et des communautés qui les peuplent, leur relation avec l'environnement naturel et humain, on est tout de suite confronté à des défis considérables. Ces défis, par définition simplifiée, sont les suivants. Est-ce qu'il est acceptable d'obliger des communautés, par moyen de l'acte de leur inscription au patrimoine mondial, à vivre leur vie dans une sorte de vitrine devant le public, en respectant un mode de vie de forme et entre des circonstances très crédibles, mais qui a été dépassé depuis longtemps ailleurs, en sauvegardant des traditions merveilleuses et les léguant aux futures générations, mais aussi en interdisant à ces populations de jouir des opportunités proposées par des XXIe siècles,
on devrait discerner quels sont les changements que l'on peut permettre ou que l'on devrait interdire. Alors, par exemple, en Afrique, il y a des sites, le comité est très content de voir le mode de vie paléolithique ou quelque chose pareil. Est-ce qu'ils seront vraiment obligés de garder pour l'éternité? Bien que cette situation, selon nos concepts, ne concerne pas des régions lointaines, le phénomène n'est pas inconnu dans notre région non plus. Il suffit de mentionner des valeurs, des traditions en architecture locale, le patrimoine vernaculaire, les villages qui sont inscrits au patrimoine mondial de la région de l'Europe centrale. La conservation des valeurs et leur concertation avec les besoins actuels pose quelques questions auxquelles il est très difficile de répondre. C'est le cas par exemple pour Hollókő, que j'ai montré très rapidement, en Hongrie, ou pour Vlkolinec en Slovaquie, encore plus petit. Et à ce sujet, le boom énorme de tourisme, dû sur ces sites à leur notoriété et tant que sites de patrimoine mondial, augmente encore les problèmes, plus qu'il n'en facilite la solution. Et finalement, la coopération en matière de patrimoine mondial est-il au service de la sauvegarde des valeurs reconnues comme communes ou est-ce qu'il augmente plutôt la concurrence, par exemple dans le domaine du tourisme, une des branches de l'économie en pleine expansion? Il est bien connu que l'UNESCO, en tant qu'institution internationale, a comme vocation prioritaire de promouvoir la paix entre les nations et les communautés. C'est le même objectif qu'elle entend servir par moyen de ces conventions diverses, et parmi elles, la Convention du patrimoine mondial est devenue très connue et très appréciée. Mais pourtant, il y a des cas, heureusement, pas très souvent, où un conflit s'éclate à propos du patrimoine mondial. Peut-être il suffit que je mentionne le cas d'ensemble de temples Pravihar, est bien situé près de la frontière à Cambodge, vers Thaïlande. C'était une véritable guerre entre les deux pays. Justement, guerre pour ce site inscrit à la liste du patrimoine mondial. Mais heureusement, au fond, les tels cas ne sont pas vraiment caractéristiques, et bien que la Convention, à mon avis, n'exerce pas son impact direct de la manière comme envisagée lors de sa création, il est indiscutable qu'en plus de protéger le patrimoine commun de l'humanité, elle facilite la connaissance et la compréhension des unes et des autres d'une manière qui mérite toute reconnaissance, et c'est ainsi que l'on peut considérer aussi comme un outil de la solidarité internationale. Voilà, c'était la dernière image pour vous montrer sur l'image l'emblème du patrimoine mondial, nature, culture. Michel O'Cliffe qui a développé cette image, vous connaissez l'emblème. Et voilà les deux langues de travail, anglais, français. Ici, le nom, toujours dans le pays concerné, voilà, c'est en hongrois. Világörökség, c'est le patrimoine mondial. Merci beaucoup de votre aimable attention.